Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus au 93.3 dans l'émission bien sûr l'Allume-Feu. Au nom de tout le collectif jeune CGT 63, on vous souhaite une très bonne année 2018 et surtout la santé. La santé. Johan. La santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont au cœur de l'actualité. En effet, ils sont nombreux les amis de Macron à lorgner sur leur grille qui s'en vient. Leur grille c'est quoi? C'est l'aluminium? Non, leur grille c'est le terme bien sympa qu'ont pondu les sociétés de senior business. Il s'agit tout simplement de faire du fric sur les dépendances de nos plus anciens. C'est top classe, non? Non mais attends, c'est plutôt bien de s'occuper d'eux. Le problème, c'est qu'il y a du fric en jeu. Alors oui, certains diront sans fric, ça ne tourne pas, mais aujourd'hui on a dépassé le point de rupture, que ce soit pour les usagers des EHPAD, qu'on appelle aussi clients ou résidents, ou que ce soit des salariés de ces boîtes au profil bien particulier. Une fois le dépliant luxueux en papier glacé remis, l'enfer commence. Toilettes bâclées faute de temps, l'application du lean management, même dans les EHPAD, a des conséquences sanitaires très graves. Mais pourquoi appliquer une ligne de conduite à des conséquences sanitaires graves? C'est bien d'être strict dans ce genre d'endroit, non? Non, là je ne parle pas d'une ligne, mais du lean management, L-E-A-N. Ça veut dire allégé dans la langue de Shakespeare, c'est-à-dire qu'on fait dans les EHPAD comme dans l'industrie, on optimise le plus le temps dit perdu pour rentabiliser les salariés au maximum, sans se soucier de leur bien-être ni du bien-être des patients, le tout dans un but très lucratif bien entendu. Non mais attends, putain mais c'est bien la CGT ça. C'est normal de faire du fric, les anciens ils l'emporteront pas avec eux, tout leur pognon. Alors comme ça permet d'embaucher plus de gens et de mieux les payer, non? Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les EHPAD, dans le secteur public. Le manque de financement amène souvent à des situations dramatiques. Manque de moyens locaux inadaptés. Il faudrait un vrai financement des pouvoirs publics pour remettre sur pied un service de qualité dans nos EHPAD. Sinon, nous courons droit à la catastrophe, tu ne crois pas ? Bah attends, mais l'État a plus de thunes, et puis le secteur privé, il en a plein, alors autant laisser des organismes comme les organismes privés s'en charger, avec plus de moyens, et le service serait de meilleure qualité, enfin je pense, enfin je crois, enfin... Le souci avec le secteur privé est que ce sont des financiers, des actionnaires qui sont à la tête de ces groupes. Ce qui signifie que quand ils rachètent ces établissements, il s'ensuit une augmentation des tarifs qui sont de ce fait moins bien remboursés. Du coup, certaines personnes qui auraient besoin de soins n'en ont plus les moyens. C'est la triste réalité aujourd'hui, mon gars. Non mais attends, mais alors ça, tu vois, alors ça c'est la CGT, alors tu vois, puis l'autre jour je disais à mon pote, et puis alors là on lui a dit, on regardait la télé, puis je lui ai expliqué, enfin, moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et se mettre au boulot, quoi. Si tout le monde y met du sien, et ben tout ira mieux. Non mais à force d'y mettre du leur, les personnels, bah ils se fatiguent, et à force de se fatiguer, ça arrive rapidement, la dépression, le burn-out, voire même le suicide, et l'actualité n'a pas manqué de nous le rappeler dans la région tout récemment. Moi j'ai pas vu de soucis dans le coin, hein. Tu sais, moi quand je regarde Hanouna, c'est à la même heure, ou les ch'tis, enfin je sais plus c'est lesquels les ch'tis. Enfin, et ben tu vois, il y a jamais de problème quoi. Ouais c'est ça, il n'y a jamais de problème. Bah oui, une employée de l'EHPAD de Quinga s'est suicidée la semaine dernière. Tu sais, elle était en contrat aidé, c'est le truc que le gouvernement Macron a décidé de supprimer il n'y a pas longtemps. Je vois pas le rapport. Ben tu devines pas un peu non? Non. T'as écouté ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ou bien quoi, le mal-être au travail, tout ça? Ah oui, ah oui, je comprends mieux. Mais les usagers, du coup? Bah, ils souffrent autant que le personnel de soins. Ils se rendent bien compte que les personnels n'ont pas assez de temps à leur consacrer. Du coup, ils se sentent de plus en plus seuls. Et bah, eux aussi finissent par déprimer. Mais les sociétés privées, elles sont gentilles. Enfin, le président, il l'a dit. On ne pourrait pas remédier à ce problème. Tu sais, elles ont des super méthodes et tout. Ils font des start-up et tout. Après, nanana, ils se mettent des coupes de cheveux. C'est génial. Bah oui, il y a des techniques insoupçonnées qui sont mises en place par ces sociétés. Les toilettes VMC, par exemple. Avec la ventilation? Non, VMC, c'est visage macu. Cette technique, elle illustre à merveille ce qu'un service public privatisé peut offrir de plus dégradant à ses résidents ou usagers. En l'occurrence, nos grands-parents et nos plus anciens concitoyens ont droit à un minimum de respect que ces pompes à fric ne respectent plus du tout. Non, mais quand même, là, tu vas un peu loin. Allez, stop.
Bon, on a assez fait passer notre ami Clément pour un gros beauf, ça suffit. Donc on tient à préciser que tout ça n'est qu'un jeu d'acteur et que Clément n'est pas comme ça dans la vie réelle, évidemment. Ce petit intermède vous aura cependant bien illustré la situation nationale. Oui, et en reprenant une vie, une voix et un cerveau normal, je peux vous dire qu'aussi le 30 janvier, il y a une grève nationale dans les EHPAD pour que les personnels de santé puissent travailler correctement tout en redonnant de la dignité à nos personnes âgées. Alors, sache que si tu n'as pas de feu pour tes merguez, on est là cette année encore. Vous êtes sur campus avec toute l'équipe de l'Allume-Feu. On vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne émission à tous. À toi, Francky, embrase-moi un peu tout ça avec ta musique. TSL. Génération. Je vis des sales moments, mais bon. Allô, maman, 30 ans et pas de raison. Le cœur vide, multiples douleurs. Apprends à vivre ici, c'est avec le cœur. Un jour, peut-être plus de soucis d'avenir. Les sous, ça rend sourd, mais aveugle. Attraper le bonheur, les poches remplies. C'est l'âme qui se tourne, devient plus moche. On n'a plus de raison que la finance, que les extas et la pitance. Avec les ennemis, la démence. Nos jalousies, jamais en vacances. Avec les larmes du cœur, tes yeux on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Une génération de pauvres et son amour. Avec les larmes du cœur et son amour. On a la putain de vie, so bad boy. Dans les usines à pas énerver les riches. J'ai vu y'en a qui s'aiment sans la monnaie. Puis on a les statistiques de divorce. Alcool et suicide quand ça se corse. Dans les rubriques où ta vie n'est pas intéressante. Qu'un joujou qui brille quand y a le fric. Sinon un peu du froc, une loque qu'on foque. Dans tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Génération de pauvres riches en amour. Bouc émissaire, pour toujours. Tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Génération de pauvres riches en amour. Avec les larmes du cœur. Tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Génération de pauvres riches en amour. Avec les larmes du cœur. Il faut la force et la détermination. En tant que basaner les rêves, pas pour la patrie. L'exclusion pour que tu t'en sors pas. Avec ce discours, on vend pas des millions. Pour le bitume, le gris, je soupçonne de courage. Des rires cachés quand c'est racheté des voiles. Des nuits à poil, des fois, seul avec ta haine. Souvent le même rêve qu'on réalise pas. Faut rebelle, croire qu'on peut être un héros. Messager, cette bouffe, faut qu'elle aille dans ton frigo. Tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Génération de pauvres riches en amour. Avec les larmes du cœur. Tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Génération de pauvres riches en amour. Avec les larmes du cœur. Génération de pauvres. Avec les larmes du cœur. Tes yeux, on ne voit que ta banlieue. T'as un truc sanglant qui représente ton ghetto. Et rebonsoir à toutes et à tous, on se retrouve, on est toujours sur le Radio Campus 93.3 dans l'Allume-Feu, l'émission qui utilise des merguez pour embraser les consciences. Donc ce soir on accueille deux camarades à nous de l'Union pour la santé départementale, l'USD. Je vous laisse vous présenter rapidement. Eh bien Nathalie, on s'est déjà eu il y a 3 semaines, un mois. Ouais, un petit mois qui était venu sur les questions du CHU. Et à tes côtés, Jacques Cocheux, secrétaire général de l'Union syndicale départementale CGT Santé et Action sociale. Ok, bienvenue à vous deux. Alors rapidement, donc la thématique du jour, on l'a intitulé vite fait entre nous Malaise au pays de l'or gris, histoire de faire un petit peu de poésie. En fait, on va parler des EHPAD. Alors déjà, les EHPAD, on peut expliquer le sigle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Je vais prendre la parole. Donc les EHPAD, c'est les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce qu'on appelle classiquement les maisons de retraite, pour faire vulgaire. Ça sert à accueillir les personnes âgées qui sont souvent dépendantes psychiquement, physiquement, et qui n'ont pas d'autre solution que d'aller dans des établissements spécialisés d'accueil. D'accord. Et ça représente à peu près combien de structures sur le Puy-de-Dôme, si on compte le public, le privé, tout ça?
Alors, on a une petite divergence avec Jacques en termes de nombre d'établissements, mais pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD, on en a visiblement 104, publics, privés, mélangés. Rien que sur le Puy-de-Dôme? Oui. À ça, on rajoute les hébergements pour personnes âgées autonomes, donc c'est les foyers logements, les hébergements, voilà, comme ça, où il y a quand même une structure d'accueil malgré tout, et là, il y en a, combien je t'ai dit, 28, je crois. Et on a aussi les places d'accueil temporaires dans des établissements, donc là, ça en rajoute aussi, ça rajoute encore une centaine de places. D'accord. Donc ça fait environ 9 000. D'après l'Agence régionale de santé, on serait à 9300 places. Et en fait, d'ici 2030, il y aurait 5000 personnes dans notre département qui relèveraient d'un EHPAD. Et il faudrait donc porter le nombre de places à 14 000 et quelques. Et qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun financement prévu par le gouvernement et par les gouvernements successifs pour créer de nouvelles places. D'accord. Donc j'imagine, ouais, donc on est à peu près sur 9000 résidents, 9000 personnes âgées qui sont hébergées en ce moment. Et pour à peu près combien de salariés, qu'on se rende un peu compte, on a un chiffre... On n'a pas de chiffre exact de salariés, d'autant qu'il y a des structures qui sont rattachées à des centres hospitaliers ou au CHU, et qu'en fait, il y a, entre guillemets, des vacances de poste qui partent du centre hospitalier sur l'EHPAD. Il y a les CAE, il y a des salariés qui sont, entre guillemets, non recensés, et qu'on a beaucoup de peine à pouvoir savoir, y compris dans le privé, surtout dans le secteur privé lucratif, le nombre de salariés qu'il y a exactement. D'accord. Donc ouais, c'est quand même un gros secteur qui touche beaucoup de gens. Alors en première question, on a prévu une petite lecture en fait, qui est le préambule de la Constitution de 1946, qui a été écrit à peu près au même moment que la création de la sécurité sociale et qui dit, je cite, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Et surtout, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Est-ce que... Hein ? C'est un truc de gauchiste, dis-donc. Ouais, c'est un truc de gauchiste, c'était le gouvernement en 1946, donc c'est incroyable, on sent la patte d'Ambroise Croizat et de la CGT quand même là-dedans. Comment ça a évolué, grosso modo, la prise en charge des personnes âgées depuis cette quand même une superbe déclaration d'intention? Alors, moi, si je pouvais déjà réagir par rapport à ce que tu viens de dire, camarade, c'est qu'en fait, la revendication de la CGT, elle est que par rapport aux personnes âgées, et en fait, depuis la naissance, notre dossier devrait être financé par la sécurité sociale. De la naissance, y compris même avant de naître, puisque dans la gestation, en fait, la mère touche des allocations par rapport à l'enfant qui va naître jusqu'à la mort. Ce qui veut dire qu'en fait, la période, entre guillemets, où on relève d'un EHPAD, en fait, devrait être pris en charge par la sécurité sociale et non, en fait, par les financements qu'il y a actuellement. C'est cette réaction que je voudrais avoir par rapport à cet extrait de la Constitution. Ouais, donc déjà, il y a déjà des restrictions par rapport à ce qui est marqué dedans. Et sur la prise en charge des personnes âgées en tant que telles, on a un peu en tête que dans les années 50, c'était un petit peu moins bien pris en charge que maintenant, mais est-ce que c'est forcément le cas? Alors en fait, il y avait une chose qui existe, c'est que on vivait bien moins vieux il y a 50 ans. Aujourd'hui, on vit jusqu'à plus. Il y a un nombre important de centenaires dans beaucoup d'EHPAD. Or, avant, un centenaire, on faisait péter la bouteille de champagne, c'était quelque chose de très rare. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc la moyenne d'âge, en fait, pour rentrer dans un EHPAD est de 84 ans. À l'époque, on rentrait à l'EHPAD même à 60 ans, dans une maison de retraite. Aujourd'hui, on rentre dans un EHPAD, qui est un établissement pour personnes âgées et dépendantes. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas la même chose qu'une retraite où on venait passer une période de sa vie tranquille, logé, nourri et pour se reposer. Là, en fait, on y va pour mourir, entre guillemets. D'accord. C'est un sorte de mourir à la russe, tu sais. Ouais. Une version française. Ouais. Et du coup, sur les évolutions récentes, enfin, je sais quand on a un petit peu préparé l'émission, on a parlé notamment de la loi SV.
Est-ce qu'on peut déjà expliquer le sigle et puis qu'est-ce que ça apporte de nouveau dans la prise en charge des personnes âgées? Et puis est-ce que vous avez eu d'autres déconvenues comme on a vu sur le CHU notamment avec la loi Bachelot le mois dernier? Alors, la loi ASV, c'est l'adaptation de la société au vieillissement. C'est chouette hein, comme dénomination. Ouais. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Sauf que quand on la détaille un peu, elle est beaucoup moins sympa. Alors, il y a quand même des articles qui sont intéressants hein, sur par exemple, la valorisation des aidants pour les personnes âgées. Donc ça, c'est intéressant. Par contre... Donc les aidants, c'est ceux qui sont à domicile par exemple Ouais, c'est les familles aidantes qui gardent leurs personnes à domicile, jusqu'à un certain moment, parce qu'il arrive un moment où forcément ils ne peuvent plus les garder. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais par contre on a les financements des établissements qui là par contre sont plutôt délétères on va dire. Hein. Donc c'est ce qu'ils appellent les contrats d'objectifs et pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CPOM. Alors, objectif et moyens, moi ça me gêne dans une EHPAD. Ça me gêne dans un établissement où on s'occupe de personnes âgées, où on s'occupe d'humains. Moi, objectif et moyens, c'est pas des termes qui me parlent. Je suis soignante à la base et personnellement, ça me parle pas. Donc déjà, je pense que c'est problématique. Et en plus, quand on a fait le tour des établissements avec Jacques, avec Bruno, avec ceux avec qui on est, il s'avère que les établissements, pour la quasi-totalité, perdent de l'argent, mais perdent des grosses sommes de financement. On arrive à des 175 000, 200 000 euros de perte de moyens dans les établissements. D'accord, chaque année? À partir du moment où ils signent leur contrat, ils perdent ça chaque année. Le département est à moins 3 millions recensés actuellement comme financement des EHPAD. Donc moins de financement, nécessairement le premier poste de dépenses des établissements, c'est les salaires. Ouais. Donc si on enlève du financement, on enlève du personnel. Alors c'est vrai qu'on le sait, dans les EHPAD, il y a pléthore de personnel, c'est chouette. Donc malheureusement, moins de personnel, moins de prise en charge. Donc on en revient à ce que vous disiez dans votre introduction, la BMC, visage main cul, sauf que ça va être pareil partout, tout le temps. Parce qu'on n'aura plus le temps de faire de bain, on n'aura plus le temps de faire de douche, on n'aura plus le temps de rien. Donc la prise en charge va être catastrophique. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le visage main cul? Parce que je pense que quelqu'un qui n'est jamais rentré dans un EHPAD, dans un hôpital, ne doit pas forcément savoir ce que ça représente. On lave le visage, les mains, les fesses. Et c'est tout. Ouais. Et dans cet ordre, c'est encore moitié mal. Oui, c'est quand même mieux de commencer par le visage que par les fesses. C'est effectivement moins mal. Mais des douches chez des personnes âgées, toutes les 3 semaines, tous les mois, maximum quoi. Une fois par mois, t'as une douche, t'as pas plus. À faire en temps record. C'est entre 4 et 7 minutes. Ouais. D'accord. Ça permet vraiment de développer le contact, j'imagine, avec les personnes âgées. En fait, ce que Macron n'a pas compris, peut-être dans la question des personnes âgées dépendantes, c'est le fait qu'elles soient dépendantes et donc du coup elles ont besoin de gens. Je pense que c'est un mot qu'il ne connaît pas, lui. Ouais. On lui souhaite de ne pas le connaître personnellement, mais... Cette loi, elle n'appartient pas, entre guillemets, à Macron, elle appartient à Hollande. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à faire la différence des fois, mais... Alors, il y a un autre effet qui se coule à la loi qu'on appelle à l'ASV, c'est qu'il y a un taux de remplissage des lits, un taux d'occupation. Et qu'en fait, si l'EHPAD est en dessous de 95%, il y a des pénalités. Ce qui veut dire en fait qu'il y a de la rentabilité qui se met en route très fort et qu'en fait, s'il y a un décès, il faut que le lit soit remplacé immédiatement. Et donc, en fait, ça a amené certaines EHPAD, par exemple, de mettre un grand-père dans un grenier et que sur ordinateur, on le descend pour remplir le lit. Mais en fait, lui, il reste dans un sous-toit avec ses réseaux électriques. Il a fait de l'intervention de la CGT pour que cela cesse. D'accord. Alors c'est rigolo ces émissions parce que plus on avance dans la description de notre société, plus des fois on hallucine quand même sur le niveau sur lequel on peut s'effondrer. Dans quelle mesure Emmanuel Macron peut nous faire une modernité qui ressemble au Moyen-Âge. Ses prédécesseurs, ils sont pour beaucoup quand même. Oui, c'est vrai, il faut pas le jeter le de pierre. Manu, quoi, on le tacle et tout, il vient d'arriver, mais alors les autres, c'est pas bien non plus. Ouais. Il est très fort dans la continuité. Ah oui, disons que l'avion est lancé, il va continuer à monter dedans, il n'y a pas de souci. Disons que nous parlons d'Emmanuel Macron et de son monde, en fait. On dit le libéralisme, mais en général le capitalisme, tout simplement. C'est ça, et oui, tant qu'il y a de l'argent à se faire ou à économiser, il y a toujours du monde. Pour se remonter le moral, on se fait une petite pause musicale.
She's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Oh yeah. She's an old-time ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay it right down. Yes, she's leading them on, and she'll lay it right down. But it could have been me, yes, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? Now, she's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh, but I could do better than that. So I lay down a while and I gaze at my hotel wall. Oh, the good is so cold, it don't feel like no bed at all. Yeah, I lay down a while, look at my hotel wall. And he's down on the street, so I throw both his bags down the hall. And I'm phoning a cab, cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, she's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. You betcha. Oh yeah. Uh-huh. Bonjour à tous, sur la UFE, on m'a fait une petite feinte la régie. Et Francky on est taquin, hein, Francky à la régie, il nous fait des blagues. On arrive, merci beaucoup. Donc on va repartir sur une nouvelle partie sur le sujet des EHPAD qui va concerner les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses dans les EHPAD. Et la première question que je voulais vous poser là-dessus, c'est EHPAD, est-ce qu'on y travaille bien ou est-ce qu'on y travaille mal? Alors, d'un point de vue purement éthique, de professionnels de santé, on y travaille très mal. Ce qui, en fait, nous rend très malheureux les salariés, les professionnels, parce que entre ce que l'on apprend dans nos écoles à travailler, à fonctionner, à organiser notre travail, en fait, est complètement remis en cause par l'urgence, par la rapidité, la rentabilité. Voilà. Et donc, en fait, c'est catastrophique. Et nos salariés sont complètement perdus dans tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir le mettre en pratique. Et c'est un phénomène qui est récent, qui est de pire en pire, ou est-ce que ça a toujours été un petit peu la norme? C'est de pire en pire. Ouais. Oui, c'est de pire en pire. Je pense que la norme, elle n'est pas là. On n'est pas pour soigner en 4 ou 7 minutes, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas là pour ça. Le soignant, il est là pour prendre en soin des personnes qui ont besoin. On est là pour les soigner, pour les aider, pour les accompagner dans les EHPAD, donc pour les accompagner à mourir quand même. Et mourir seul, c'est pas drôle, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas le but d'une EHPAD. Il y a les écouter aussi, je pense. Oui, c'est ça, les écouter, les entendre, parce que écouter et entendre, c'est pas pareil, hein. Si en 3 minutes, on peut pas les entendre, hein. C'est de pire en pire. Et le soignant, on apprend dans les écoles, on apprend l'humanitude, c'est un super joli mot, de psychologie, hein. C'est une étude américaine qui avait lancé ça. L'humanitude, c'est le soignant qui s'adapte au soigné. Alors, dans la théorie, c'est vachement bien, sauf que dans la pratique, c'est impossible. On ne peut pas s'adapter à un résident dépendant dans un lit qui a besoin de patience, de compassion, de douceur en 4, 5 ou 10 minutes, c'est pas possible. Donc un patient est encore un être humain, c'est ce que tu essaies de nous dire, quoi.
Oui. qu'ils n'ont pas vraiment trop compris au-dessus, quoi. C'est ça. D'accord. J'ai encore des valeurs humaines, ouais. Ah, C'est- c'est dans le monde de Macron, là. Il va falloir s'adapter quand même. Eh ben, hein. C'est ce que je me disais, en fait, aujourd'hui, en fait, le vieux, il n'est pas adapté à la société. Donc il faudrait peut-être adapter le vieux à la société, parce que la société, au vieux, ça marche pas. D'accord. Alors les conditions de travail, elles se sont extrêmement dégradées, dans la mesure où on a vu arriver des horaires comme du 12 heures, avec 2 heures de coupure par exemple en pleine nuit. On a vu arriver en fait de pire en pire, c'est la suppression des repos, en fait d'être disponible du 1er janvier au 31 décembre, entre guillemets, sans même d'avoir des repos réguliers, sans respect de la personne, et qui fait qu'à un moment donné, notre repos saute, notre congé annuel qu'on avait prévu de passer avec la famille, et hop, au dernier moment, problématique d'absentéisme, problématique de maladie, et en fait on nous rappelle, et vous devez tout abandonner pour pouvoir retourner au boulot. Donc ce sont ces conditions de travail qui se sont promptement dégradées. Et la conscience du soignant fait qu'il vient. Et oui, Automatiquement, on l'appelle, il vient, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la conscience du soignant. la conscience professionnelle. D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre que ces horaires et le fait qu'on doit revenir sur les congés, sur le jour, étaient permis justement avec un gros taux d'absentéisme, avec le développement de beaucoup de CDD de 1 jour, de 2 jours. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, il y a des agences intérimaires qui se sont mis en place, qui multiplient par 2, voire par 3 le salaire de la personne qui intervient, et ils se mettent dans la poche, et en fait ils envoient des salariés comme ça, qui ne connaissent même pas l'organisation du travail de l'établissement, mais qui viennent faire du présentéisme, qui vont faire en fait de l'apparence, mais pas du soin, malheureusement, même si je les considère beaucoup ces salariés, parce qu'il est d'autant plus difficile d'arriver dans un EHPAD, de faire des soins à des gens qu'on ne connaît pas, alors que notre éthique dit que normalement on doit prendre en considération les besoins de la personne avant de pouvoir intervenir. Donc en fait, c'est juste impossible. Donc effectivement, on a des taux d'absentéisme qui vont dans des EHPAD jusqu'à 29,4% d'absentéisme, de maladies, d'accidents du travail. On a un aide-soignant sur 3 qui ne finit pas sa carrière dans son métier, qui est obligé de quitter son métier pour aller soit au chômage, soit en fait changer de métier et faire une reconversion. Ou en invalidité, comme tu nous Ou en disais invalidité. sur les C'est ça. hôpitaux. Donc en fait, on a une infirmière sur 4, pareil. D'accord. Donc là, en fait, vous avancez un peu sur les questions qui arrivent. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a un impact de l'organisation du travail dans les EHPAD sur la santé des travailleurs. Oui, absolument. Et comment ces gens-là, on va les retrouver quand ils seront vieux? Parce que je pense qu'on impacte énormément sur leur vie. Quand on fait du soir-matin, quand on fait du matin-soir-nuit dans la même semaine, comment voulez-vous psychologiquement, quand vous mangez un jour à 11h parce que vous prenez du soir, quand un autre jour vous mangez à 14h ou 15h parce que vous étiez du matin, ou quand vous mangez à 23h parce que vous êtes de nuit, comment vous faites en fait psychologiquement pour pouvoir résister? Écoute, Jacques, t'as pas réfléchi à tout ça, mais c'est pour éviter de remplir les EHPAD. Pourquoi pas? Oui, moins de retraités, moins d'EHPAD. Et on C'est la sauve nos solution. caisses de retraite, c'est-à-dire qu'on meurt avant d'arriver à la retraite. C'est incroyable. bien sûr. Dites-le pas trop fort parce que je pense qu'il y en a au gouvernement que ça pourrait inspirer. Mais alors, si je comprends bien, si on dit qu'on prend des intérimaires pour remplacer des statutaires, ou des titulaires, sachant que les intérimaires, on va les payer plus cher parce qu'il y a la com de la boîte d'intérim, au final, ça fait pas du tout d'économie en fait, tout ça, ça coûte encore plus cher. On creuse le déficit des établissements, bien sûr. D'accord, donc c'est encore l'austérité qui est mieux restructurée. On creuse le déficit, comme pour les hôpitaux. On fait du déficit et on dit maintenant il faut qu'on change le managing parce que vous voyez bien, ce n'est pas viable. Et donc, en fait, les structures, il faut les fermer et on laisse les vieux à la maison avec le gendre, la belle-fille, avec le fils ou la fille, pour surtout ne plus venir dans une institution qui coûte trop cher. L'immeuble, ça coûte cher, l'électricité, le linge. Si vous êtes chez vous, en fait, c'est vous qui prenez en charge et qu'il n'y aura que des personnes qui viendront à domicile pour faire un semblant d'aide. Sauf que les familles sont éclatées aujourd'hui. On n'est plus dans le temps où on reprenait la ferme. En fait, les enfants sont à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde et que cette particularité est difficile. D'où les associations d'aide à domicile qui viennent suppléer par rapport aux EHPAD.
Sauf qu'aujourd'hui, ces associations, en fait, elles sont soumises au même contrat que nous disait Nathalie, c'est POM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et qu'en fait, un certain nombre d'associations sont en train de mettre la clé sous la porte. 2 associations sur Saint-Éloi ont licencié, et sont en train de licencier 40 salariés, et donc avec autant et sinon plus de personnes à domicile qui sont couvertes par ces salariés. Ok. Moi, ça me vient une idée, c'est La Poste veille sur vos parents. Oui. Ah ouais, c'est magnifique. Oui. Mettez votre personne âgée dans une enveloppe et vous l'expédiez à l'autre bout du monde pour le faire dans un colis. Oui, du coup, en fait, on va chercher tous les moyens possibles pour faire du fric avec tout, y compris la dépendance, y compris la maladie de nos parents, grands-parents, voisins, etc. Et en introduction, tu parlais de, comment t'as dit, l'or gris. Ouais, En fait, ils appellent ça la silver economy. ouais. C'est Donc pas, ça résume tout, quoi, je veux dire. c'est pas de l'humanité, quoi. C'est pas de... Non, c'est de l'économie. C'est comment se faire du fric avec C'est du business. la vieillesse des gens. Ou pour les plus anciens, le film Soleil Vert avec Charlton Heston. J'étais pas né, excuse-moi. À voir ce film. à voir. Mais enfin, ceci étant dit, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit uniquement pour faire du fric. Il y a aussi l'idée qu'on arrive maintenant dans une société où tout devient marchandise. L'idée n'est pas forcément de faire de l'argent, mais on arrive à ce que tout dans la société, y compris les rapports humains, soit quantifiable en argent. Alors que théoriquement, c'est pas forcément. C'est ça ce qui se passe avec la Poste. Je suis convaincu que les gens qui vont faire ça, les facteurs qui vont se mettre à aller surveiller les petits vieux chez eux, aient vraiment envie de se faire plus d'argent. Mais il s'agit que maintenant, toute action, même l'action d'être, je sais pas, sympathique ou de veiller sur son prochain, doit être vendue ou achetée, parce que cette théorie que l'homme est à nous pour l'homme, s'il n'y a pas d'argent pour médier à tout ça, ça ne fonctionne plus. Bon bref, je suis parti dans un tunnel. C'est pas grave, Moi, vas-y, ce que je vas-y. répondrais L'avenir par aussi est rapport à ça, infinie. c'est que le postier qui intervient chez la personne âgée, c'est pas lui qui va se faire du profit. Oui, bien sûr. C'est la Poste qui a vu en fait un créneau pour pouvoir rentabiliser et au mieux organiser, entre guillemets, et suppléer, c'est-à-dire surtout laisser la personne âgée le plus longtemps à domicile pour qu'il coûte le moins cher à la société et qu'il prenne en charge lui-même les frais de sa dépendance. Et là, on est loin de la Constitution de 46 qui dit qu'on prend soin de... Exact. Oui, c'est ça, Enfin, ouais, on en revient à ça. on est un petit peu même à l'autre bout, étant donné que du coup là c'est même plus le... on prend soin, alors je sais plus comment c'était formulé, mais ce qui est dans l'incapacité de travailler, en fait, au final, je sais plus, je crois que c'était un vieux slogan de 68 qui disait si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait là c'est ça, du coup il n'y a plus de... il n'y a plus de gratuité, on est tous un produit à vendre, quoi. Ça rejoint ce que tu disais, Théo. On s'est éloigné de la Constitution de 46, mais on s'est aussi éloigné de l'EHPAD, puisque donc on parlait de l'organisation du travail, et quel est l'impact sur l'ambiance de travail, si on peut dire. Alors, pour être... en tant que soignant, ce qu'on considérait comme de la maltraitance il y a 10, 15 ou 20 ans, aujourd'hui est presque devenu monnaie courante. Par exemple. Par exemple, je sais pas, jeter un bol de nourriture moulinée à un patient et puis le gaver parce qu'on a 3 minutes pour le faire manger, c'est de la maltraitance. Or aujourd'hui, c'est quelque chose de normal parce qu'on n'a pas le choix. La toilette VMC qu'on parlait tout à l'heure, c'est monnaie courante aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le temps de le faire. Sauf que c'est de la maltraitance, c'est ça, il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait pas toléré, on n'aurait pas fait. Sauf qu'aujourd'hui, il manque tellement de personnel, il manque tellement de temps qu'on n'a plus le temps. Voilà, donc l'ambiance, forcément, elle est à l'ouest, quoi. Et les salariés et les agents, ils vivent ça comment? Alors, entre eux, c'est pas toujours facile parce que, par exemple, un matin de gastro, et ben en fait, l'aide-soignante n'aura pas fini à midi ou à 13h, quand y compris la relève va arriver. Et donc à un moment donné, une fois, 2 fois, et à un moment donné, ça arrive à se bouffer un peu les équipes par rapport à la charge de travail qui reste, alors que déjà l'après-midi, par exemple, est déjà bien occupé. Donc en fait, c'est pas courant non plus. On essaye, y compris les salariés, de ne pas se bouffer entre nous. Néanmoins, c'est pas facile de faire une toilette tout seul. C'est-à-dire que normalement, on doit être 2. Aujourd'hui, les toilettes, elles sont faites à une seule personne.
Quand ce ils sont des sont- Trouver la personne, quand ce sont y compris des l'aider à se salariés retourner, etc. qui sont Quand qualifiés. ce sont des- Et nous sommes intervenus avec Nathalie et d'autres camarades dans une EHPAD entre Issoire et Ambert, à Saint-Germain et quelques, en fait, où il était prévu, on vient peut-être d'inverser les choses, où un ASH, c'est-à-dire un agent pour l'hygiène, en fait, se retrouve tout seul avec 16 toilettes à faire, alors que ce n'est pas sa rémunération ni sa qualification. Et donc derrière, ça pose forcément des problèmes quand la personne qui est chargée de l'hygiène dit bah, c'est pas mon boulot, c'est pas à moi de le faire. C'est à l'aide-soignante. Et pour ça, il faut suffisamment de personnel qualifié. Bon, Francky, vas-y, là, envoie-nous du bon son pour nous remonter le moral, là, c'est dur. là. Stanza waiting around. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Oh, one time friends I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once 'cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison, I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine, and he's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die. Et nous revoilà dans l'Allume-Feu, l'émission qui utilise des merguez pour embraser les consciences. Mais j'ai pas rien, moi c'est le slogan qu'on a trouvé, il est bien quand même. Radio Campus 93.3, on est toujours avec Jacques et Nathalie qui nous parlent des EHPAD, donc de ces structures qui accueillent nos anciens. Du coup, on en était où? On en était à... Là, on fait bien nos gauchistes, on fait que critiquer, mais est-ce qu'on a quelque chose à proposer, en fait? Et oui. C'est moi qui vais. Alors, moi je dirais que les anciens dans les EHPAD à l'heure actuelle, ils survivent. Ils vivent pas, ils survivent. Ils survivent comme ils peuvent parce que forcément la prise en charge est quand même limitée. Alors, à part augmenter le personnel et augmenter les financements, moi je dirais qu'il n'y a pas trop de solutions. Mais déjà, si on augmente ça, on aura gagné quand même. Donc il faudrait que les élites là-haut, les têtes pensantes qui sont soi-disant meilleures que nous, il faudrait peut-être qu'ils avancent là-dessus et qu'ils financent, mais qu'ils financent réellement. Donc augmenter les personnels, augmenter les personnels soignants, mais aussi les animateurs qui prennent en charge les résidents, parce qu'assis sur une chaise toute une journée, c'est quand même pas très drôle. Donc tant qu'à faire, autant avoir des animations pour s'occuper toute une journée, quoi. Alors moi, il y a une solution aussi que j'apporte. C'est la suppression en fait du privé lucratif dans toutes les EHPAD. Parce qu'on n'a pas, la société n'a pas besoin en fait de profiteurs qui viennent se remplir les fouilles sur les personnes âgées. Donc en fait, les EHPAD ne devraient être que publics et pas
privé. Donc ça devrait devenir un droit et non plus un marché, quoi. Tout à fait. Ah, j'ai une solution aussi, tiens, je n'ai pas pensé à ça. Voilà, quand on gratte un Ah, peu, ouais, en fait on en a plein, la Il y a CGT qui quelqu'un nous qui a dit envoie. que la femme était l'avenir de l'homme. Bah, c'est ça, Ouais. donc je vais être l'avenir. Aragon, même. Et oui, c'est vrai, Aragon, Oui. bravo. Et la solution pour les établissements publics, parce que privés, ils l'ont déjà, c'est qu'en fait, la taxe sur les salaires, bah, on supprime la taxe sur les salaires dans les établissements publics, bah, ça va leur donner plein de bouffées d'oxygène, ils vont avoir plein de sous dans leur tirelire, donc ils pourront investir sur du personnel, sur des animations, sur plein de choses. Parce qu'une taxe sur du public, une taxe publique sur des établissements publics, C'est un peu débile, en fait. Ça me paraît un peu bizarre. C'est-à-dire que l'argent, l'État donne de l'argent d'un côté et le reprend directement Alors, de l'autre. c'est la sécurité sociale et l'État qui effectivement donnent des moyens financiers, puis le conseil départemental, et l'État vient récupérer 12% en fait de la masse salariale pour le redonner à l'État. C'était pour être sûr que le privé est quand même toujours un train d'avance, quoi. Enfin, Sauf sachant que le privé, il ne paye pas. est exonéré. D'accord. Merci. Donc du coup, c'est un peu, Exact. on fait une course entre le public et le privé, mais le public a les deux pieds attachés, quoi. Eh ben c'est ça. D'accord. Ok, non mais une fois Qui qu'on sait, attaché après, les yeux bandés, quoi. Moi j'ai une petite question. On m'avait dit que, je pense lundi de Pentecôte, à M. Raffarin, tout de suite, c'est pas bien bon comme pensée, mais on m'avait dit que travailler une journée de solidarité pour les anciens, ça aiderait au bon fonctionnement de la santé de notre pays. On en est où de cette histoire-là? Donc ça a alimenté le compte, ce qu'on appelle la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui en fait normalement finance des emplois, qui a financé des appareils de climatiseurs là pour mettre au frais les papis et les mamies, d'ailleurs qui ne veulent pas y aller parce que quand il fait très chaud, on met des climatiseurs et les personnes disent ça y est, on nous met au frigo et ils se gèlent et ils ne veulent pas y aller. Mais normalement ça devait financer des emplois et aussi des salariés pour, entre guillemets, hydrater les personnes âgées quand il faisait chaud. Or, il y a longtemps qu'il n'y a plus de financement pour hydrater les papis et les mamies, et que la CNSA finance un certain nombre de choses, mais je pense aussi qu'il y a de l'argent qui s'évapore, certainement par la chaleur, et qui va dans certaines caisses par redistribution. Donc C'est ça liquide. Et oui, c'est ça l'argent liquide. C'est ça l'argent liquide. C'est super de le savoir, parce que du coup, la journée de solidarité qui est imposée dans le privé et pas mal dans le public maintenant, du coup c'est rassurant de savoir où va notre journée de solidarité pour les anciens. C'est surtout qu'elle a failli se multiplier par deux, parce Oui. qu'à un moment donné, sous Hollande, ça préparait un doublement de cette journée. D'accord. Oui, il s'agit toujours en fait d'aller trouver de l'argent quelque part, en fait, sur du coup notre travail. Mais pas dans les poches des riches. Faut arrêter, faut les laisser tranquilles. Ils sont riches, ils n'ont pas choisi, ok. Ça ne vous rappelle pas la vignette où elle était passée? La vignette qui avait été créée pour financer les personnes âgées, la solidarité, et cette vignette a été supprimée. Mais pendant tout le temps où elle a été mise en place, il n'y a pas eu un centime qui est allé pour les personnes âgées. Non, mais en tout cas, effectivement, c'est ça. C'est, on va dire, vous n'avez qu'à travailler par solidarité. C'est un peu facile de dire, mais je vais le dire quand même, c'est toujours les mêmes qui sont solidaires, j'ai l'impression. Parce que dans les faits, par exemple, même l'État n'est pas solidaire de la sécurité sociale, puisque, parlons du trou de la Sécu, qui est une pure construction, puisque normalement l'État doit des milliards à la Sécu sur les taxes du tabac, de l'alcool, tout ça, qui ne sont pas donnés, alors je ne sais plus exactement le chiffre, ce ne sont pas 20 milliards. Mais du coup, le trou de la sécurité sociale, qui permettrait donc, s'il n'existait pas de financer tout ça, d'embaucher plus de personnel pour mieux soigner dans les EHPAD, c'est l'État qui devrait être solidaire. On va commencer par là. En fait, le trou de la sécurité sociale, d'ailleurs Nathalie est administrateur de la sécurité sociale, et moi aussi. En fait, ce trou de la sécurité sociale, il n'a d'existence uniquement pour dissuader en fait, les autres pays européens d'exister. C'est-à-dire de dire à l'Espagne, à l'Italie, à l'Allemagne, peu importe, ne créez pas une sécurité sociale, vous voyez bien, en fait, la nôtre est déficitaire. Or, en fait, il y a un exemple très concret, c'est la sécurité sociale qui existe en Alsace, et qui est équilibrée, alors qu'ils prennent à 100% les remboursements médicamenteux, et ainsi de suite, des soins, et elle est équilibrée. Et donc en fait, on n'est pas basé tout à fait sur le même fonctionnement que la sécurité sociale autre, mais cela démontre exactement que la sécurité sociale peut être
équilibré. Et non seulement équilibré, mais excédentaire, si chacun paye ce qu'il doit payer à cette cotisation. La pire des choses qui ait pu nous arriver pour la sécurité sociale, c'est Rocard, qui a créé la CSG, la RDS, et qui a étatisé, entre guillemets, la sécurité sociale en créant un impôt pour remplacer, pour payer la sécurité sociale. Et à partir de là, l'État est venu se mêler entre les employeurs et les salariés, qui d'ailleurs n'auraient jamais dû avoir les employeurs à la création en 1945. Ok, un peu d'histoire. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal. Un petit coup d'histoire de papy. De papy Jacques. Mais c'est important, mais ça permet de s'expliquer. Les jeunes, réveillez-vous. Comment dans un pays, parce que moi je crois qu'après la guerre, le pays était un petit peu cassé de partout. Comment dans un pays un peu tout cassé où il n'y avait plus trop d'industrie, on est arrivé à mettre en place une sécu pour tout le monde. Et que maintenant qu'on n'a jamais produit autant et jamais sorti autant de richesses de nos petits bras et de nos petites têtes, que maintenant on n'aurait plus les moyens. Donc ouais, ça fait toujours du bien un petit peu de se rappeler l'histoire. Et d'ailleurs, pour un peu, à tous ceux qui nous écoutent, je peux vous proposer une vidéo à regarder pour un peu creuser sur ce sujet de la sécurité sociale. Ce sont les conférences gesticulées de Franck Lepage qui sont trouvables sur Internet, où on prend 3-4 heures pour expliquer la sécurité sociale. C'est la deuxième émission de conférence gesticulée. Donc je vous invite à taper ça sur votre moteur de recherche préféré. Ou de regarder La Sociale de Gilles Perret, toujours chez les bons disquaires et les bons vendeurs de DVD. Avant peut-être de conclure rapidement, un petit agenda de... J'avais juste un truc à rajouter si tu me le permets. Vas-y, il n'y a pas de souci. Juste deux petits mots, parce qu'on a quand même une parlementaire qui a fait une mission flash mandatée par les députés. C'est quand même Madame Iborra, avec qui on est en contact assez régulièrement. Elle est LRM, elle est République En Marche. Bon, à la limite. Elle a fait une mission qui a démontré, et qui est, enfin, dans le rapport de sa mission, elle précise que l'organisation du travail dans les établissements est en tension. Et que peut-être, éventuellement, c'est la source de dégradation des conditions de travail et de la prise en charge des patients. C'est pas moi qui l'écris, c'est Madame Iborra dans son rapport. Je pense que si elle l'écrit, c'est peut-être bien qu'elle l'a constaté, et ce serait peut-être bien intéressant de l'entendre. Peut-être que si Macron venait une fois sur le terrain des EHPAD, peut-être que lui-même s'en rendait compte et qu'il arrêterait d'être... Eh ben, peut-être. Alors, on avait fait une petite carte, parce qu'on a fait 3 jours d'EHPAD pour l'USD du département, 3 jours de lutte pour les EHPAD en septembre. On a fait une petite carte à suivre humoristique, on vous la passera pour mettre sur le site. Ouais, on veut bien. D'ailleurs, nous avons invité Madame Buzyn à venir visiter un EHPAD après la suppression des CAE, après la mise en place de la loi d'adaptation à la société au vieillissement. Il était peut-être question qu'elle vienne. En attendant, Macron était venu à Champé inaugurer. Le soir où il est venu, il y a une salariée qui m'a appelé, qui m'a dit « Je veux me syndiquer à la CGT, ils sont trop pourris ». Et ben voilà, qui continue comme ça, la solidarité finira bien par gagner. Et nous, à la CGT, la solidarité, on connaît un peu, vu que c'est un peu notre fonds de commerce, même si on se fait même pas de sous dessus, on est vraiment vieux monde. Du coup, j'imagine qu'il y a des luttes en cours, j'imagine qu'on a parlé tout à l'heure du 30 janvier. Ça sera sur un peu tout ce qu'on a dit là, ou il y a des revendications plus spécifiques? Alors déjà, le 30 janvier, c'est 10h place de Jaude, ouais. À l'appel de l'intersyndicale, qui est assez fournie, et y compris même une association de directeurs d'EHPAD appelle aussi à soutenir le mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, la problématique des EHPAD commence à se partager et aller au-delà même de notre revendication simplement des salariés. D'accord, même les directeurs se rendent compte que ça ne peut pas durer comme ça. Pas tous, mais une partie, oui, une grosse partie. Ils ne peuvent pas travailler sans financement. Ouais. Eux comme les salariés. Et ben voilà, donc rendez-vous le 30 janvier à 10h, place de Jaude. Sinon, une petite actu de dernière minute, non? On a cru comprendre qu'il y avait eu une lutte victorieuse dans le secteur. Alors votre dernière mission que vous avez fait était sur le monde de la santé hospitalière, et donc la clinique qui s'appelle Hôpital d'ailleurs, privé lucratif, les salariés ont mené une lutte contre l'employeur pour bénéficier entre guillemets de salaires plus élevés. Et depuis hier matin, 7h45, les personnels étaient en grève, et à 14h nous avons obtenu satisfaction sur une partie des revendications. Mais
le symbole était important, faire plier l'employeur et de venir sur les revendications des salariés. C'est une victoire des salariés soutenue par la CGT. Et donc en fait aujourd'hui où les victoires ne sont pas une grande... cela est important de la souligner. Et oui, on le répétera jamais assez, seule la lutte paye. Je suis pas sûr que tu aies précisé à quel hôpital. Hôpital privé de la Châtaigneraie. De la C'était à la Châtaigneraie. Donc félicitations à eux. Toujours une preuve, hein. De toute façon il n'y a pas beaucoup de secrets. Quand on s'unit et qu'on revendique, quand on s'unit derrière des revendications et qu'on lâche pas le morceau, il y a toujours un moment donné où en face ils lâchent, parce que sans nous, ils ne sont rien du tout. Surtout qu'il y a un syndicat qui n'a pas porté les revendications et qui s'est d'ailleurs dit non concerné par les revendications des salariés. D'accord. Un syndicat à 4 lettres, finissant par A et commençant par U. Merci. Donc on ne fait pas de pub pour lui. Voilà, et de sources à confirmer, mais je crois que la semaine prochaine, M. Macron vient à Sage-des-Champanelles. Si, à Sage-des-Champanelles. Sage-des-Champanelles. Je le sais, pas de source sûre, mais presque. C'est ça la territoriale, c'est la force de la territoriale. Oui, pour inaugurer un ensemble sportif. Donc je pense qu'on aura une petite carte à jouer et surtout à peut-être pouvoir essayer s'il veut prendre sa carte à la CGT, puis déjà aller venir le voir, ça sera l'occasion de venir le voir, je pense. Il n'est jamais trop tard. Du coup, on va peut-être remercier nos invités. Merci à vous d'être venus pour tous ces éclairages sur le monde merveilleux de la Silver Economy. Du coup, de nos papis, de nos mamies, de nos voisins, qui sont vieux. Et oui, c'est la vie, mais ça serait bien qu'ils puissent vieillir dans de bonnes conditions. Encore merci d'être venus, merci de nous avoir rappelé que seule la lutte paye. Et Francky, tu nous mets un petit peu de son avant qu'on attaque à fond la caisse la dernière partie. The Liars. Bienvenue sur la Lume-Feu, Radio Campus 93.3. Là c'est la dernière partie, celle où on évoque rapidement tous les certains sujets qu'on n'a pas eu, qu'on tenait à évoquer. Rapidement, je sais qu'on parle souvent des migrants, on a eu une grosse actu là-dessus sur Clermont au mois d'octobre.
Aujourd'hui, c'est pour annoncer quelque chose d'assez triste. C'est un jeune homme de 17 ans qui est mort en fait ici, après être arrivé au mois d'octobre. Donc il a passé que quelques mois là, il est arrivé malade. Il est décédé tout début janvier, loin de sa famille, loin de tout ça. En quoi c'est autre chose que malheureux, c'est qu'en fait, normalement, à 17 ans, on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et ça ne devrait pas être négociable. Sauf que là, l'aide sociale à l'enfance, elle a des élus au-dessus qui lui demandent de faire des économies et donc de se débrouiller pour ne pas prendre en charge les gens. Du coup, Fousseni, parce qu'il s'appelait Fousseni, il n'a pas été pris en charge à l'ASE, qui a jugé qu'il était trop vieux. Du coup, il a passé plusieurs semaines en squat. En fait, il n'a pas vu de médecin. On n'a pas pu diagnostiquer qu'il était porteur d'une maladie qu'il a emporté après 2 mois de coma, donc début janvier. Donc on pense à lui, on pense à sa famille, même si on ne sait même pas si elle est au courant. On pense aux militants qui l'ont accompagné parce qu'ils ont été les seuls à se soucier de lui, à essayer de passer le voir et à apporter un peu de chaleur humaine là encore. Donc voilà, c'était la petite chronique. On espère que qu'il ne sera pas complètement mort en vain et que l'ASE et le conseil départemental notamment va revoir sa politique et va accueillir tous les mineurs comme il se doit, peu importe leur nationalité, on va là pour faire du tri. Un dernier petit mot quand même, donc là c'est toujours pas guerre, on parle de migrants, mais on parle aussi d'Emmanuel Macron qui a dit qu'il n'hésiterait pas à attaquer en diffamation tous ceux qui osent dire que la police fait des choses pas sympathiques, qu'il y a des cas de violence policière contre les migrants alors qu'elles sont attestées, alors qu'elles sont filmées, alors qu'elles sont entendues et qu'il y a des centaines de témoignages convergents. Il faut savoir que maintenant, pour être solidaire, on risque d'aller en prison et d'être attaqué en diffamation par le président lui-même. Donc est-ce qu'on a de la chance d'obtenir un autographe? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça ne fasse peur à personne parce qu'on aura toujours de quoi se bagarrer. Seule la lutte paye, on ne le dira jamais assez. Merci à tous d'avoir suivi. Il y avait une dernière petite actu viteuf de la part de Théo. Ouais, si on a le temps, enfin c'est pas de là, c'est une bonne nouvelle, il faut quand même les souligner. C'est difficile de rebondir sur une bonne nouvelle après ce que tu viens de nous dire, mais effectivement, victoire à Notre-Dame-des-Landes quand même. Parce que là aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ce qui est une victoire, donc victoire d'une lutte qui date de même de 50 ans. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que la ZAD ne sera pas expulsée, c'est bien malheureux. Donc on est tout cœur avec les militants et les militants qui sont encore sur place à lutter, en espérant qu'on n'ait pas à apprendre la mort de l'un ou de l'une dans le journal. Et oui, et on sera là toujours pour, on le dit, la lutte ça paye, et en même temps, il y en a qui n'aiment pas quand ils prennent des décisions à la con, que le peuple qui s'organise les fasse changer d'avis. Donc bravo à eux, et je crois qu'il y a une manifestation, un appel à rassemblement le 10 février à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc écoutez, si vous avez envie d'aller faire un tour pour défendre le minimum de démocratie qui reste dans ce pays, allez-y, et faites attention à vous quand même. Donc merci à tous d'avoir suivi l'émission L'Allume-Feu ce soir sur Radio Campus. Rendez-vous dans un mois, le 3e mercredi du mois de février. Et on devrait parler de la sélection à l'université. Grand débat, à bientôt. Bye bye. À bientôt tout le monde.